Vous en avez déjà très certainement entendu parler, l'inflation américaine qui ressort à 3% sur un an en septembre. Donc on va essayer aujourd'hui d'en discuter, de voir ce que cela peut engendrer, qu'est-ce que la Fed peut prendre comme décision, est-ce qu'elle va potentiellement baisser les taux, faire quelque chose d'autre. On va essayer de regarder ça ensemble. On a également une saison des résultats qui a démarré. On est actuellement donc au Q3 de l'année 2025. On a déjà passé ces 2 premières semaines en bourse, donc celle du 12 octobre, la semaine du 19 octobre. Et là, du coup, on est actuellement sur celle du 26 octobre de 2025, donc une des 3 plus grosses semaines de résultats de l'année. Donc pareil ici, on va essayer de voir qu'est-ce que cela peut engendrer sur les marchés potentiellement, sur du coup une des plus grosses semaines de l'année, avec du coup des grosses entreprises, des big caps qui vont sortir des résultats qui vont être plus ou moins intéressants. On va essayer de se pencher sur cela juste après. Et enfin, on terminera donc par l'analyse de l'entreprise Medpace que j'ai déjà abordée sur YouTube, que j'ai actuellement en portefeuille et qui a fait plus de 70% uniquement cette année-là. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu si suite aux résultats du Q3 2025 qui ont déjà été proposés par cette entreprise, eh bien, est-ce que je vends, est-ce que j'achète, est-ce que je ne touche à rien, est-ce que peut-être que je vais du coup renforcer ma position. Voilà, à l'heure actuelle, du coup, on va essayer de regarder un petit peu tout ce qui se passe, quels résultats ils ont sortis, pourquoi il y a eu une aussi belle appréciation du cours ces derniers mois. En tout cas, voilà. Donc on commence la vidéo directement sur les résultats trimestriels du coup du Q3 2025, donc avec ce fameux planning que je ressors à chaque fois. Donc une semaine de résultats qui va être évidemment très intéressante, parmi l'une des plus importantes du troisième trimestre, avec des big caps à foison, notamment, une semaine vraiment très importante. On a 5 des 7 Magnificent 7, donc très très important. Sachant qu'on a déjà eu de très belles entreprises qui ont posté des résultats qui étaient plutôt bons, de beaux earnings. Je pense notamment à ASML qui a sorti ses résultats en mi-octobre, mais également à Netflix sur la troisième semaine d'octobre, Tesla, Lam Research également dans le secteur des semi-conducteurs, qui ont sorti, comme je vous l'ai dit, de très beaux résultats. Et là donc on arrive sur cette dernière semaine d'octobre, avec du coup actuellement, donc aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, des résultats très attendus, notamment du côté de Visa. Visa donc qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de l'économie mondiale, de Booking Holdings, pareil, mais plutôt au niveau du tourisme, des voyages, etc. Est-ce que les individus, est-ce que les consommateurs arrivent à consommer, à disparaître, on va dire, dans différents pays pendant leurs vacances, et donc essayer de trouver un petit peu de revenus, faire tourner un petit peu l'économie dans le monde. On a également les résultats de United Health Group, qui est une entreprise d'assurance américaine qui a extrêmement sous-performé ces derniers temps, notamment suite au décès de son PDG, mais également à cause de potentiels problèmes juridiques, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça vaut le coup de regarder ce qui va se passer suite à ces résultats-là. On a également le mercredi 29 octobre 3 résultats extrêmement importants, Meta, Alphabet, Microsoft, donc 3 big caps qui vont nous permettre un petit peu de voir ce que donnent, on va dire, les investissements en capex qui ne font qu'exploser pour attirer du coup de la croissance dans le niveau de l'IA, au niveau de l'IA. On a également du coup Meta et Alphabet qui vont nous permettre de voir un petit peu comment se portent les entreprises, est-ce que les budgets de publicité sont toujours bien présents. Donc voilà, des résultats qui vont être très importants à regarder. On a également le lendemain, donc le jeudi 30, Apple, Amazon et Mastercard qui sortent des résultats très intéressants. Mastercard tout comme Visa pour avoir une sorte de vue globale, on va dire, de l'économie mondiale. Apple pourrait bien savoir si le retard qu'ils ont sur l'IA arrive à être petit à petit pallié. Actuellement, on a l'action Apple qui est sur les plus hauts historiques, suite à du coup des ventes d'iPhone 17 qui sont bien plus intéressantes au final que l'iPhone 16. Donc des choses à prévoir, on va dire, des potentielles opportunités sur ce genre d'action. Et également Amazon, du coup, un géant du coup de l'économie américaine qui va également nous permettre de connaître vraiment l'avis, le comportement des consommateurs également. Donc voilà, une semaine de résultats qui va être extrêmement chargée. Au final, actuellement, les analystes, ils estiment une croissance des bénéfices du S&P 500 à peu près aux alentours des 8-9% par rapport à l'année dernière. Donc c'est très haut, c'est une très bonne année de faire 8-9% par an de croissance des bénéfices. Mais du coup, ça explique évidemment les ATH actuels sur les différents indices. On regarde le S&P 500, on regarde le Nasdaq, on regarde sûrement vos portefeuilles, mes portefeuilles. On est tous actuellement quasiment sur des ATH. Donc voilà, c'est également, grâce à ça, c'est également à des semaines de résultats qui sont extrêmement porteuses, comme celle-ci.
Donc comme je vous l'avais dit, hein, déjà du ASML, du Netflix, du Tesla qui ont sorti de très beaux résultats par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc voilà, comme toujours, je me fixe les mêmes observations, les mêmes remarques, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Voilà, il faut regarder le haut du panier, essayer de voir qui arrive à bien implanter ses produits chez les consommateurs. Également la guidance pour avoir une certaine visibilité à long terme sur l'entreprise, parce que personnellement j'investis à long terme et pas à court terme. Donc ça m'intéresse pas du tout de savoir uniquement la performance d'un trimestre. Moi je veux également savoir ce qui va se passer sur l'année et les prochaines années à venir. Également le free cash flow, hein, donc le cash purement généré par l'entreprise pour évidemment avoir une sorte de réelle condition. Hein. Qu'est-ce que l'entreprise actuellement arrive à générer en cash pur et dur par rapport à ce qu'elle arrive à générer en chiffre d'affaires. Et également les opportunités. J'entends par là évidemment des actions qui pourraient, suite à une forte volatilité à la baisse, eh bien créer des opportunités sur des prix cibles que je pourrais donc me permettre d'acheter pour du coup les entrer dans mon portefeuille. N'hésitez pas en commentaire à me donner des noms d'entreprises qui vous ont surpris de par leurs résultats du Q3 2025 ou à l'inverse des entreprises qui justement que vous allez suivre, tout simplement que vous allez suivre profondément pour essayer de voir si les résultats sont intéressants ou non. En tout cas voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur la semaine des résultats. On attend du coup cette semaine et on en reparlera donc la semaine prochaine car oui les vidéos reviennent, ça y est. Voilà, après 3 mois d'absence, les vidéos reviennent chaque semaine. Donc on verra donc la semaine prochaine s'il y a des résultats qui nous ont particulièrement marqués. Si du coup on va pouvoir essayer d'aborder quelques résultats en vidéo, ça pourrait être intéressant. En tout cas là, on va aborder du coup les résultats de Medpace. Donc Medpace qui explose et j'ai envie de dire encore. Voilà, donc l'action avait déjà pris plus de 50% après les résultats du Q2 2025. Donc il y a de cela à peu près 3 mois. Euh, on le voit ici sur le graphique, on a une très forte hausse du cours. On était approximativement aux alentours des 300-305 dollars et on est monté quasiment jusqu'aux 500 dollars. Hein. Donc vraiment plus de 50% de hausse. Une journée de folie qui a fait exploser le cours de l'action et qui au final 3 mois plus tard, montre que ce n'était pas du tout la bonne décision de vendre. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu plus précisément suite aux résultats du Q3 ce que ça nous a amené. Pour rappel, donc Medpace, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille. J'ai acheté cette action approximativement ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on est approximativement en mi-juin. Voilà, la vidéo que j'ai publiée sur l'entreprise Medpace, donc, qui est l'analyse complète de cette entreprise-là, que je vous invite à aller voir évidemment, a été sortie le 10 juin 2025. Et depuis, du coup, donc j'avais investi 900 euros, donc l'équivalent de 3 actions. On est actuellement une valeur de marché de 1789,44 euros, soit une plus-value de 888,07 euros, donc plus 98,5% de hausse en l'espace d'un petit peu moins de 6 mois. Donc on est vraiment sur une explosion instantanée, on va dire, de l'entreprise. Voilà. Pour rappel, comme je disais, à ce moment-là, donc le moment où j'ai acheté l'action, au moment où j'ai fait l'analyse du coup le 10 juin, on est sur un sentiment de peur extrême sur les marchés suite à des earnings et des guidance qui ont été très faibles tout au long de du coup la fin d'année 2024 et le début d'année 2025. Ça se retranscrit ici, hein, mi-juin 2024 comme vous pouvez le voir. Depuis cette date-là, on a eu une grosse traversée du désert, une grosse chute passant d'à peu près 450, un petit peu moins, je dirais 430, à peu près 250 dollars au plus bas lors des tarifs de Donald Trump. Donc voilà, au final, une entreprise qui a bien chaviré. J'ai pu du coup ouvrir une position à peu près aux alentours de 300 dollars. J'aurais aimé que l'action redescende un petit peu plus pour pouvoir en racheter. Malheureusement, voilà, j'avais pas fini l'analyse du business auparavant. Donc je suis quand même très content du PRE que j'ai, du prix moyen que j'ai réussi à atteindre. 300 dollars, c'est quand même ultra intéressant. Mais voilà, depuis ces 300 dollars, depuis le moment où j'ai acheté l'action n'a fait que monter et je ne me voyais pas forcément racheter une quatrième, une cinquième, une sixième action sur des niveaux plus hauts. Voilà, actuellement, je pensais potentiellement que la traversée du désert serait plus longue, que la reprise de la croissance arriverait plutôt en 2026. Parce que pour rappel, hein, la croissance du chiffre d'affaires sur l'année 2025, elle devait être de maximum 4 à 5%, quelque chose comme ça. Donc vraiment en 2025, une année qui était
vraiment à oublier, une année complètement catastrophique. Et donc, d'après mes hypothèses de croissance, d'après mes prix cibles, d'après mes hypothèses de valorisation, eh bien, on est arrivé à une hypothèse d'action qui est très sous-évaluée, hein. On verra ça donc par la suite. Et donc du coup j'achète l'action et au final les résultats qui sont absolument extraordinaires, bien supérieurs aux attentes. Un book to bill également qui est retourné en positif. Donc pour information, le book to bill c'est bien le nombre de nouveaux contrats divisé par rapport aux contrats qui viennent d'être réalisés du coup sur le trimestre. Donc une explosion du book to bill signifie un retour à la croissance et ça c'est également très intéressant. Au final, du coup, donc ça c'était pour le Q2. On prend donc le Q3, on reprend les mêmes et on recommence, j'ai envie de dire. L'action a pris du coup plus 12%, donc on avait voilà un petit peu grimpé, hein, on va dire, de bas en haut entre donc les 500 dollars lors des résultats. On était redescendu un petit peu aux alentours des 420 pour remonter jusqu'aux 540 et bien jusqu'à atteindre finalement les résultats trimestriels qui du coup ont fait une hausse de plus 12% du cours de l'action. Donc voilà, on a bien cette belle hausse également ici. Donc pourquoi ça ? Tout simplement des revenus, donc un chiffre d'affaires qui accroît de plus de 24%, enfin 23,7% pardon, par rapport au trimestre de 2024, ce qui fait que sur l'année 2025, on a une croissance de plus 15,9% par rapport à 2024. Pour rappel, on était sur des hypothèses de croissance du chiffre d'affaires de maximum 4%. Et au final, on est sur l'année 2025 à 15,9%. Donc une différence qui est absolument énorme. On a également un book to bill du coup qui est repassé comme je le disais en positif, hein. Troisième trimestre 2024, on était plutôt on va dire sur la petite descente. Voilà, on commençait donc à avoir des résultats de plus en plus faibles et donc on voit donc que ça s'est bien retranscrit sur le book to bill qui était à 1, c'est-à-dire zéro de croissance, vraiment un chiffre d'affaires qui est de 0 avec des nouveaux contrats qui ne s'améliorent pas par rapport aux contrats qui sont réalisés. Donc voilà, une entreprise qui on va dire se maintient. Tandis que actuellement, voilà, au troisième trimestre de 2025, on a vraiment 1,20 de book to bill, donc quasiment 20% de croissance par rapport aux contrats qui ont été réalisés sur le trimestre de 2025, le troisième trimestre de 2025. On reste par contre, attention, hein, sur l'année 2025-2024 à 1,05 par rapport à 1,08 du coup l'année dernière. Donc ça reste quand même un petit peu faible, mais du coup on voit vraiment la différence. C'est-à-dire que actuellement on est à 1,20 au troisième trimestre, sachant que sur l'année ça nous fait une moyenne à 1,05. Donc ça nous donne vraiment un ordre d'idée, hein. Clairement au début de l'année, donc le premier et deuxième trimestre, on était vraiment sur des chiffres qui étaient beaucoup plus en dessous de cela. Je crois qu'on a atteint peut-être les 0,90 de dette book to bill, donc des chiffres qui étaient pas très intéressants du tout, d'où cette fameuse traversée du désert en fin 2024, début 2025, et d'où une potentielle opportunité pour nous investisseurs. Au final, il y a également quelque chose de très intéressant à prendre en compte, c'est le taux de conversion des backlogs, qui est du coup les contrats qui sont réalisés. On a une très forte augmentation de ce taux de conversion, hein, que ce soit trimestriellement parlant, où on est à 23% de taux de conversion comparé aux 18,2% de 2024, du troisième trimestre de 2024. Et également du coup en année 2024 par rapport à l'année 2025, on est à 21,1% contre 18,2% l'année dernière. Donc là également un taux de conversion en hausse. Alors pourquoi c'est si important ? Parce que comme vous avez pu le voir, on a un net book to bill qui est en progression, en très forte progression. 1,20 c'est un très bon net book to bill, 20% de croissance je vous rappelle, sachant que on a des backlogs qui ont été exceptionnels. Un taux de conversion des backlogs qui a été vraiment très intéressant. Donc ça signifie que si on avait pris potentiellement un taux de conversion similaire, donc à peu près aux alentours des 18% par rapport à l'année 2024, eh bien on aurait vu vraiment une explosion des nouveaux contrats avec des book to bill qui auraient été aux alentours des peut-être 1,45, 1,50. Donc voilà, vraiment des chiffres qui sont extrêmement intéressants sur ce Q3. Donc voilà, très beau retour à la croissance de l'entreprise. Les résultats sont juste monstrueux et j'ai envie de dire en seulement 2 trimestres, il y a eu 2 trimestres de difficultés et au final là, troisième trimestre, on est déjà de nouveau sur des très beaux résultats qui donnent du coup, on va dire du baume au cœur un petit peu
à mon hypothèse de croissance, à mon hypothèse de valorisation, qui fait que du coup l'entreprise m'a permis de faire plus de 98% en l'espace de moins de 6 mois. Donc voilà, j'aime voir ça, j'aime voir ce genre d'entreprise qui arrive à évidemment remonter l'estime du marché, on va dire. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime voir ce genre d'entreprise, hein, et c'est pourquoi j'ai cette action en portefeuille qui améliore ses fondamentaux, qui plus est. Donc pourquoi est-ce que je vendrais, hein, comme on le voit ici sur le graphique de gauche, on a des net book to bill qui revient au niveau de fin 2023, là où l'action était assez plus haut récent. Donc voilà, on voit cette belle explosion depuis le premier trimestre 2025, avec, comme je vous le disais, un trimestre 2025 qui était vraiment vraiment pas terrible. On a également un taux de conversion qui a explosé, hein, qui est bien plus élevé que en 2023, donc des fondamentaux, comme je vous le disais, qui s'améliorent. On a également des Net New Business Awards, donc de la création de nouveaux contrats qui a fortement augmenté, hein, 789 millions, ce qui est le plus haut niveau depuis toujours, hein, un record pour l'entreprise. Donc encore une fois, des résultats qui sont monstrueux. En plus d'avoir ces fondamentaux qui augmentent, et donc de se poser la question de pourquoi vendre au final, sachant que l'entreprise s'améliore, la génération de cash de l'entreprise s'est également très bien améliorée. Donc j'attends de voir les prochains trimestres, mais là actuellement on a quand même des free cash flow qui sont aux alentours des 235 millions 500 000. Donc là pareil, hein, bien au-dessus du coup des free cash flow plus récents. On a également un taux de cash qui réaugmente. On avait eu une belle diminution, hein, passant de 656 millions à 46 millions au Q2 de 2025. Et là, on remonte petit à petit à 285 millions. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'operating cash flow qui est en augmentation par rapport au Q3 de 2024, également en augmentation par rapport à 2025. On a un capex qui est légèrement plus élevé, hein, seulement 200 000 euros de plus qu'au trimestre 2024, mais comme on peut le voir, c'est vraiment pas intéressant, on va dire, de prendre cette donnée-là par rapport du coup à l'année 2025. Année 2025 qui du coup a des capex plus faibles que l'année 2024, sachant qu'on est déjà sur des capex extrêmement faibles. Donc ça c'est très intéressant, ce qui fait qu'on a évidemment sur l'année 2025 une très forte augmentation des free cash flow par rapport à 2024. Donc voilà, des résultats qui s'améliorent, des fondamentaux qui s'améliorent, des générations de cash, donc des free cash flow qui s'améliorent également. Donc voilà, j'attends de voir, comme je disais, les prochains trimestres, voir si ça va continuer comme ça pour avoir une vision un petit peu plus long terme sur l'entreprise. Je ne vais pas décider d'investir ma maison sur l'entreprise parce que elle s'améliore, et je ne vais pas non plus vendre cette action au vu de l'amélioration des fondamentaux. À noter également une très belle diminution des rachats d'actions. Je pense notamment, voilà, actuellement en 2025 par rapport à 2024, on avait eu une explosion du coût des rachats d'actions, hein, 913 millions de rachats d'actions pour une entreprise qui actuellement ne vaut que 16 milliards. Hein, donc c'est quasiment 10% de la market cap qui a été rachetée uniquement en 2025. Donc ça c'est très très important. Et comme vous pouvez le voir au troisième trimestre de 2025, l'entreprise a racheté uniquement 4 millions d'actions, 4 millions de dollars d'actions, donc une très très faible part de rachat d'actions, tout simplement parce que les dirigeants estiment que l'action est trop chère actuellement. Voilà, si on retourne sur la slide précédente, on est quand même passé d'une action qui s'échangeait aux alentours des 300-350 dollars, et donc là du coup des rachats d'actions massifs qui étaient plutôt bien timés, il faut le dire, à du coup une entreprise qui atteint les 600 dollars, hein, quasiment x2 du coup en l'espace de 6 mois. Donc voilà, je comprends que à ces niveaux-là, la direction ne fasse plus de rachat d'actions. Donc voilà, on verra un petit peu par la suite ce que ça donne au niveau des chiffres de valorisation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression que mes choix d'achat sur cette entreprise sont relativement bons. Voilà, j'ai acheté dans un moment qui est relativement un creux pour l'entreprise. Mes prix cibles me semblent relativement très intéressant, on va dire ça comme ça, assez similaire du coup à la direction de l'entreprise, qui elle également a une vision long terme, donc ça c'est très intéressant. Et au final, ma décision de ne pas vendre au Q2 de 2025 est en ligne avec la vision long terme et l'amélioration long terme des résultats de l'entreprise. Donc voilà, je suis très content de ne pas avoir vendu cette action et de continuer de la garder en portefeuille pour les années à venir. Je vous félicite également pour ceux qui ont pu rentrer sur cette entreprise
l'entreprise. Je sais que notamment sur mon analyse d'action que j'avais faite du coup en juin 2025, certains d'entre vous s'étaient positionnés. Donc voilà, si vous avez gardé l'action, bravo à vous, vous vous êtes positionné et vous avez fait de très belles performances. Donc voilà, on peut se féliciter d'avoir bien pris un choix d'investissement très intéressant qui nous amène du coup à une très belle performance sur du court terme, je vous le confirme, mais qui devrait du coup potentiellement s'avérer intéressante sur du long terme. On se retrouve donc sur mon screener de l'action Medpace. Comme vous pouvez le voir, une action qui remplit tous mes critères de qualité. Il n'y a aucune erreur sur cette entreprise. Donc ça, c'est très très intéressant. Une croissance du chiffre d'affaires, du free cash flow par action qui est largement suffisante, hein, extrêmement intéressante même j'ai envie de dire. On a des marges brutes opérationnelles nettes et de free cash flow qui sont extrêmement élevées, hein. 20% de marge opérationnelle, plus de 19% de marge nette et plus de 25% de marge de free cash flow. C'est des chiffres qui sont extrêmement rares, hein, même dans des actions américaines. Donc voilà, voir que tous ces chiffres-là sont bien dans la même entreprise, ça me donne quand même une belle vision de cette boîte-là. On a également des retours sur investissement en augmentation qui sont également très jolis. Donc un potentiel effet boule de neige sur l'entreprise, d'intérêt composé, on va dire ça comme ça, qui pourrait être très intéressant. On a également des rachats d'actions qui sont faits comme on l'a vu tout à l'heure, de manière très intelligente, c'est-à-dire qu'il y a des rachats d'actions quand il faut faire des rachats d'actions, et il n'y a pas de rachat d'actions, ou en tout cas très peu, quand il ne faut pas en faire parce que l'action est trop chère. Et on a également une très bonne gestion de l'entreprise avec des stock-based compensation par rapport aux free cash flow qui sont extrêmement faibles, hein, donc les rémunérations en actions aux salariés. On a des capex par rapport aux operating cash flow, donc aux cash opérationnels qui sont du coup en diminution. Et comme on l'a vu par rapport à 2024, on avait encore moins de capex. Donc ça c'est extrêmement intéressant, sachant qu'on avait également une augmentation de l'operating cash flow. Donc ça va évidemment jouer dans le rapport capex sur operating cash flow. Et au final, voilà, on a une entreprise qui était quand même fortement endettée par rapport du coup à il y a 10 ans, mais qui actuellement a une dette qui est nulle. J'ai même envie de dire qu'actuellement on est à plus de 280 millions de cash, si je ne me trompe pas. On a évidemment cette explosion du cash parce qu'il n'y a plus de rachat d'actions. Voilà. Donc au final, une entreprise qui actuellement est passée d'une situation critique selon les investisseurs, qui du coup m'a apporté une opportunité et actuellement donc l'entreprise qui me paraît extrêmement intéressante. Voilà, on a sur 5 ans et 1 an une performance de 47 et 43% par an. C'est quand même très 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 beau. Donc j'espère faire ce genre de performance évidemment avec cette entreprise sur les prochains mois. On est plutôt bien parti avec du coup plus 98% en l'espace de seulement quelques mois. Mais voilà. Au niveau des chiffres de valorisation, donc j'ai rentré évidemment le ticker, le nombre d'actions de l'entreprise, le cash et la dette de l'entreprise, également ses free cash flow actuels. Et donc comme vous pouviez le voir, en fait le prix d'achat qui m'était conseillé, donc à hauteur de 300$ quand j'ai acheté l'action, c'était l'équivalent de 17 fois le price to free cash flow et de 6% de croissance du free cash flow. C'est absolument ridicule pour une entreprise qui, je vous rappelle, a fait une croissance du free cash flow de 23% par an. Voilà, donc on est vraiment sur une entreprise qui selon moi était extrêmement sous-évaluée. Et d'ailleurs, si on regarde donc sur Finance Charts, on va pouvoir voir notamment le price to free cash flow de l'entreprise Medpace. Et donc comme vous pouvez le voir, si on va dans les métriques et donc le price to free cash flow, on va regarder par exemple sur 10 ans. Voilà, actuellement on est à 30, donc un des plus hauts niveaux de l'entreprise. Mais quand je l'ai acheté du coup en juin, on était approximativement aux alentours des 17-18 fois le free cash flow, ce qui au final par rapport à la moyenne historique est quand même relativement basse, hein. Mais en tout cas voilà, un prix actuel de 17-18 fois le price to free cash flow, ça me paraît quand même extrêmement faible pour une entreprise de ce calibre-là. Donc voilà, je suis très content d'avoir cette boîte en portefeuille encore une fois, très content de l'avoir acheté sur ces niveaux-là. J'aurais aimé pouvoir, évidemment mettre un petit peu plus, mais je suis déjà très content et je me satisfais de ces résultats-là. Au final, aujourd'hui, pour arriver sur une estimation de prix aux alentours des 579, donc le prix actuel de l'action, il faudrait potentiellement avoir un price to free cash flow de, alors 23 et 12%, ce serait plus. Donc on pourrait se dire peut-être 3% et 25 fois le free cash flow, je ne mettrai pas plus, voilà. Donc actuellement, vous pouvez acheter l'action Medpace si vous imaginez que l'action mérite d'ici 10 ans un price to free cash flow de 25 et qu'elle va faire sur 10 ans une croissance du free cash flow de 13% par an. Ça me paraît beaucoup moins sécurisé. On a une marge de sécurité qui est beaucoup plus faible, contrairement
quand je l'ai acheté à 300 $, où là du coup on pouvait s'imaginer une potentielle marge de sécurité de 10 voire 20%. Mais là voilà, on est vraiment sur 0% de marge de sécurité si vous imaginez ça. Pour moi ça c'est possible, c'est voilà, des chiffres qui sont faisables, une hypothèse qui est faisable pour avoir 13% de performance, faire 13% de croissance du free cash flow et un price to free cash flow de 25 dans 10 ans. Ça me paraît faisable, mais j'ai quand même des doutes. Je me demande si l'action ne serait pas plutôt intéressante à 20 et on va dire peut-être aller une croissance du free cash flow de 12% par an sur 10 ans, ce qui serait déjà une très très belle performance. Mais là du coup on serait sur, voilà, comme je vous l'ai dit, une marge d'erreur de 20% en négatif. Donc on serait du coup sur une surévaluation plutôt de 20% avec un prix d'achat plutôt aux alentours des 460 $. Donc au final, on n'est quand même pas si loin que ça, hein. On pourrait arriver assez facilement sur des chiffres approximatifs comme ceci. On pourrait par exemple mettre 22 fois le free cash flow si on veut être un petit peu moins conservateur. Mais en tout cas, pour mon chiffre à moi, mes achats qui étaient également donc aux alentours des 300 $, eh bien je trouve que la marge de sécurité était largement suffisante. Et c'est pourquoi j'ai donc ouvert une position de 900 $ à ce moment-là sur l'action Medpace. On passe désormais à l'inflation, les chiffres de l'emploi et les décisions de la Fed. Donc comme on le sait actuellement tous, hein, malgré du coup l'absence de publication d'indicateurs, hein, suite au shutdown actuellement aux US, eh bien on a eu une très bonne nouvelle, hein, l'inflation qui est ressortie moins forte que prévu par les analystes, hein, seulement 3% sur un an par rapport du coup au mois de septembre 2024, comparé du coup au 3,1%, si je ne me trompe pas, au 3,2% je crois, par rapport aux prévisions des analystes. Donc voilà, au final des chiffres d'inflation qui sont plus faibles que prévu, donc une très bonne nouvelle, hein. Clairement une très bonne nouvelle pour l'économie. Comme vous pouvez le voir, on est du coup sur un graphique de septembre 2021 à septembre 2025. On a eu cette très forte explosion, on va dire, de l'inflation jusqu'à quasiment 10% donc en mi-2022. Ensuite, on a eu une année de traversée du désert où l'inflation a fait que diminuer très légèrement, petit à petit, jusqu'à atteindre des niveaux un peu plus corrects aux alentours des 3% d'inflation en mi-2023. Et depuis, du coup, on a une sorte de range ou on va dire une tendance baissière de l'inflation qui est quand même très faible, mais voilà, plutôt une tendance baissière. Ce qui fait qu'on a eu une première baisse de taux depuis un certain temps au mois de septembre et donc actuellement du coup un chiffre de l'inflation qui, comme vous pouvez le voir, est aux alentours des 3%. Donc on voit quand même cette belle augmentation, hein, depuis mi-2025 et notamment depuis les tarifs de Trump. On voit cette belle augmentation, on est passé à peu près de 2,2 à 3%, mais ça reste quand même ultra modéré pour des prévisions qui étaient complètement catastrophiques, hein, des chiffres d'inflation qui allaient soi-disant exploser. Donc voilà, au final, comme je le marque ici, hein, les tarifs de Trump qui n'impactent pas tant que ça les chiffres de l'inflation. Et à l'inverse, on a évidemment les chiffres de l'emploi qui aux États-Unis sont pas bons du tout, hein, on peut le dire clairement. L'emploi aux États-Unis qui ne se porte pas bien du tout, avec très peu de création d'emplois et un taux de chômage qui est aux alentours des 4,3% en août, qui sont du coup les derniers chiffres qu'on a eu avant le shutdown. 4,3% aux États-Unis, il faut bien comprendre que c'est un chiffre qui est quand même relativement élevé. Surtout quand à côté de ça, on a des créations d'emplois, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, qui sont extrêmement faibles. On parle du coup sur les dernières données d'à peu près, comme vous pouvez le voir du coup sur les chiffres qui sont notés ici, du coup d'à peu près 20 000 30 000 créations d'emplois maximum. On est même, je dirais, peut-être à 15 000 créations d'emplois sur les derniers mois. Là, actuellement, en juillet, on était plus aux alentours des 73 000, donc c'est quand même plus intéressant. Mais voilà, actuellement, vu qu'on n'a pas de chiffres précis sur l'emploi, on ne peut pas forcément dire que ça s'est amélioré, surtout qu'actuellement, comme on voit, on a quand même une belle tendance baissière des créations d'emplois, hein. Voilà. Donc, au final, l'inflation qui est considérée plutôt comme temporaire par les marchés, parce qu'elle provient des tarifs, donc les tarifs qui est du coup des droits de douane, donc une hausse de prix qui est transitoire, c'est-à-dire que si on a 10% de tarifs sur tous les iPhones, eh bien les iPhones que vous achetez à 1000 euros, vous les achèterez à 1100 euros, vous allez avoir une augmentation de l'inflation à hauteur de 10% une fois, et c'est tout.
L'inflation, elle ne sera pas augmentée à hauteur de 10% chaque année. Donc l'inflation qui est au final considérée comme temporaire, et ce qui a l'air d'être plutôt le cas au final, hein, comme on peut le voir, on n'est pas non plus sur une explosion de l'inflation hein, sur ce graphique-là en 2025, eh bien au final cela donne à la Fed comment on pourrait dire ça, l'effet que eh bien, le risque est plus élevé au niveau de l'emploi qu'au niveau de l'inflation. L'inflation c'est transitoire, ça va passer, l'emploi c'est plus compliqué, il faut une baisse des taux. Or, comme vous le savez peut-être, la Fed eh bien, a deux mandats, deux objectifs principaux. C'est donc la baisse de l'inflation évidemment, mais ça passe en second. Et en premier lieu, c'est surtout le taux d'emploi. Et comme vous pouvez le voir, étant donné que l'emploi est relativement faible, qu'en plus de ça, on n'a pas de certitude concernant les chiffres, parce que les chiffres ne sont pas sortis à cause du shutdown, eh bien voilà, vu que la Fed privilégie l'emploi, eh bien tout est réuni pour que la Fed baisse ses taux du coup ce mercredi, hein, donc 29 octobre à 19h. A noter que le marché anticipe tout de même une probabilité de baisse des taux en octobre à hauteur de 96%. C'est quasiment 100%, hein, voilà, on est quasiment sur l'entièreté du marché qui s'attend à une baisse des taux en octobre. Donc voilà, attention tout de même aux mauvaises surprises. On n'est jamais à l'abri d'une panique, on va dire, court terme, à cause justement des incertitudes qui pourraient arriver, parce que, encore une fois, on n'a pas de chiffres récents sur l'emploi, donc peut-être que Jérôme Powell ne décidera pas de faire une baisse de taux en octobre, tout simplement pour dire je n'ai pas de chiffres, donc je ne baisse pas. Voilà. Même si évidemment, comme je vous l'ai dit, tout est réuni pour que on ait une baisse des taux de 0,25 points minimum en octobre. Et donc voilà, cela pourrait relancer eh bien, l'économie, potentiellement également un petit peu l'inflation. Donc voilà, il faudra faire attention. Jérôme Powell doit quand même bien naviguer entre ces deux mandats. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à eh bien, exprimer votre avis sur la situation. Est-ce que vous pensez que la Fed va diminuer ses taux dès demain, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc dès ce mercredi 29 ? J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker également pour soutenir mon travail, également recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. On aura une vidéo par semaine à partir de maintenant, donc à partir de ce mardi 28 octobre. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était Antoine. Ciao.